Bonjour tout le monde. Donc je vais faire cette vidéo qui est à propos du calcul des corrélations pour une expérience EPR. Alors une expérience EPR telle qu'elle a été conduite par Alain Aspect en 1982. Donc voici le bloc diagramme. Pour rappel rapidement, donc on a une source de photons polarisés hein, qui envoie donc un signal optique polarisé vers un polariseur deux voies P1 et un autre signal optique en direction opposée vers le polariseur P2 également deux voies. Alors, chacun des deux polariseurs ont une direction de polarisation, hein, θ pour P1 et β pour P2 par exemple. Hein. Et donc les signaux passent à travers un photomultiplicateur donc qui amplifie et transforme le signal optique en signal électrique. Hein. Donc on a quatre signaux électriques, I+, I-, J+, J-, qui arrivent donc dans un circuit de traitement du signal qui calcule les coïncidences entre les différents signaux. Et suivant le type de coïncidence, il émet une détection sur un des quatre canaux de sortie. Donc si on a une détection par exemple sur ce canal-là, qui est N++, bon, bah, il va incrémenter un compteur N++, et de même pour N+-, N-, et N-. Donc, et à la fin, bah, on fait le calcul de corrélation en sommant les différents compteurs de cette manière-là. D'accord? Donc voilà, ça c'est un rapide rappel. Donc l'objectif effectivement de cette vidéo, c'est de donner, d'arriver au calcul de corrélation. Donc c'est d'abord d'exprimer, de voir à quoi correspondent mathématiquement les différents modules de la chaîne de traitement. Hein. Et donc voilà, je vais vous présenter. Mais alors tout d'abord, il faut que je me donne que je définisse des outils, on va dire des outils mathématiques. Hein, un petit rappel sur les outils mathématiques qu'on emploie pour faire ce genre de choses. Donc on a un produit scalaire. Alors bon, la définition du produit scalaire entre deux signaux, on peut donner celle-ci, ça pourrait en être une autre. Hein. Donc là c'est une intégrale sur le temps d'observation de R de t. S complexe conjugué de t. Alors évidemment, oui, R et S sont des signaux complexes. Hein. Ça pourrait être aussi une somme discrète, hein, mais bon, et de même, ça pourrait être aussi également un paramètre caché, genre lambda, tel qu'il a été défini dans les documents de Bell. Hein. Donc, de manière synthétique, on peut écrire on peut reprendre la notation de Dirac. Hein, qui symbolise le produit scalaire entre deux signaux de cette manière-là. D'accord? Donc alors par exemple, si on fait la norme, si on calcule la norme au carré d'un signal R de t, ça s'écrit de cette manière-là et ça revient à écrire R, le bracket de R avec R. D'accord? Donc voilà, là, ça c'est le produit scalaire entre deux signaux. Ou deux fonctions d'onde, hein, je l'ai déjà dit, fonction d'onde et signaux, c'est la même chose. Donc, après, oui, alors, faut bien comprendre que là, on traite des signaux optiques, donc des ondes, hein, c'est des ondes enfin, si on peut dire des ondes électromagnétiques, hein, puisque ce sont des photons, donc ce sont des signaux lumineux, donc ce sont des signaux optiques. Ces signaux optiques ont une polarisation et pour définir une polarisation, on se donne un jeu de deux vecteurs. On travaille dans un espace d'Hilbert à deux dimensions, donc il y a une base de deux vecteurs, U+ et U-. D'accord. Et on caractérise donc l'orientation de la polarisation de l'onde incidente avec de cette manière-là, c'est-à-dire que si c'est psi, bah, c'est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs avec les coordonnées A et B. D'accord, qui peuvent être, alors A et B peuvent être complexes hein, également.
Donc cette base est évidemment orthonormée, hein, donc la norme est égale à 1, et le produit scalaire entre les deux vecteurs est égal à 0, hein, si on l'écrit de façon avec la notation Dirac, ça donne ça. Voilà. Donc, alors effectivement, là, bon, bah, j'illustre un petit peu, hein, je déroule les principes de la mécanique quantique, hein. C'est-à-dire que si le vecteur d'onde, le vecteur de polarisation s'exprime de cette façon-là, et ben, ça veut simplement dire que si on fait une mesure et qu'on obtient la probabilité d'obtenir plus 1 selon cet axe, hein, selon U+, donc mettons que ça soit plus 1, la probabilité d'avoir plus 1, c'est donc la composante selon U+, le prix au module au carré, d'accord? Et P-1 de même, hein. P-1, c'est B, le module de B au carré. Donc voilà, en fait, je démontre un peu, je démontre qu'en utilisant le produit scalaire tel que je l'ai défini, on retrouve effectivement le résultat. Voilà, alors maintenant que j'ai les outils, j'ai donné les outils, je vais donner comment j'interprète mathématiquement, comment on interprète mathématiquement les modules. Alors d'abord la source est l'élément essentiel. Donc la source, on l'écrit de cette façon-là, elle est dans un état singulier. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'écrit de cette façon-là. Alors ça, il faut le comprendre comme ça, c'est-à-dire que si on a U+ d'un côté, on aura U+ de l'autre, c'est-à-dire on a U+, U+ et U+, ou U- et U-, d'accord, et de façon équiprobable, parce qu'effectivement, si on prend le module de la composante au carré, on va trouver un demi, puis là aussi, un demi. Par contre, on aura ce qui exprime le 0, là, on n'a pas U+ et U-, d'accord. Voilà en gros, en fait ça exprime le fait que la source est corrélée. D'accord. Si on a eu plus d'un côté, on aura eu plus de l'autre, et si on a eu moins, on a eu moins de l'autre aussi. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai décrit la source mathématiquement. Maintenant on va passer au polariseur, parce qu'effectivement, la source émet des signaux optiques qui passent à travers des polariseurs, d'accord. Et Et ces polariseurs envoient donc des signaux optiques également. Il y a ces deux voies, donc il y a deux signaux, hein. Et donc ça se traduit mathématiquement, on peut le traduire de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est une matrice, hein, c'est une opération linéaire euh, qui correspond en réalité presque à qui correspond à une rotation finalement. Hein, puisque on a C1, S1, moins S1 et C1, C1 étant égal à cosinus θ et S1 égal à sinus θ, d'accord, θ étant l'orientation du polariseur P1. Donc comme on a U plus ou U moins, et ben on a I plus qui sera égal à C1 U plus S1 U moins, et I moins égale moins S1 U plus C1 U moins, d'accord. Et de même pour le polariseur P2, hein, sauf que là C2 sera cosinus bêta et S2 sera sinus bêta, c'est-à-dire que et bêta est en l'orientation du polariseur P2. Donc on aura les mêmes sorties écrites de la même façon. C'est de l'algèbre linéaire, hein. Mais alors, point très extrêmement important, c'est que vous remarquez que I plus et I moins ne dépendent absolument pas des valeurs du polariseur P2. On est d'accord, hein. Simplement, il y a effectivement la source qui intervient, hein. C'est-à-dire que si on a U plus qui arrive sur P1, on aura U plus qui arrivera sur P2. Voilà. Mais il n'y a absolument pas de... C'est parfaitement local. Alors, maintenant après, bah, alors je fais l'hypothèse aussi que finalement les photomultiplicateurs finalement n'appliquent qu'un gain au signal, hein, puisque le signal électrique correspond au signal optique. Hein, ça sera comment dire, mathématiquement, ça sera la même chose, ça sera un élément un complexe, hein.
Et donc, le photomultiplicateur, finalement, c'est juste un gain, quoi. Mais comme les gains, a priori, vaut mieux que ce soit les mêmes sur les 4 voies, on peut en normalisant, c'est transparent, on va dire. Hein, donc, le point, donc je passe directement, en fait, je passe directement au calcul des corrélations. D'accord? Donc le calcul des corrélations, comment ça se présente? Ça se présente de cette façon suivante, de la façon suivante. Je fais le calcul pour I plus, J plus. Et après, les autres, c'est I plus J moins, I moins J plus et I moins J moins, ça sera exactement le même type de calcul. Alors, il faut voir que là, j'ai pris la version simple et le plus rapide. Il y a d'autres façon d'arriver au résultat. Mais donc, alors là, je pose que la probabilité d'avoir plus 1 et plus 1, hein, c'est égal à l'intégrale sur le temps d'observation de I plus de t fois J plus de t, le module au carré dt. D'accord? Ce qui correspond au produit scalaire de I plus par J plus, le tout module au carré. D'accord? Donc bah, simplement, à partir de là, oui, donc là je reprends mes formules, hein, tout simplement, hein, là. Je reprends mes outils mathématiques, hein. J'applique les outils mathématiques que je m'étais définis au début. Et donc, bah, je développe le produit scalaire I plus J plus. Donc bah, là, comme I+, tous les produits croisés I+, U- moins et U-, U+, sont nuls, puisque le produit scalaire entre les deux est nul. Par contre, on va conserver U+, au carré. Donc tous les termes où U+, bah, ça va donner C1, C2, qui est là. Et de même, U-, ça va donner 1. Et donc, je vais trouver S1, S2. D'accord? Pour I plus J plus, je vais trouver C1, C2 plus S1, S2. D'accord? Et comme, suivant les définitions qu'on se donne, hein, C1 c'est cosinus θ et C2 c'est cosinus bêta. D'accord? Bah là, on retrouve la fameuse formule de cosinus θ moins bêta. D'accord? Donc, le produit scalaire entre I plus J plus, c'est cosinus θ moins bêta. Mais la probabilité d'avoir plus, c'est ça au carré, hein. C'est la valeur du produit scalaire au carré. Et donc, c'est cosinus carré θ moins bêta. Bah, de même, avec P plus moins, si vous faites le calcul, vous allez trouver sinus carré θ moins bêta. Et puis, comme si je fais P moins moins, par exemple, ça reviendra finalement à inverser, à faire une permutation des polariseurs, donc à mettre θ ici et bêta à inverser le rôle de θ et bêta. Mais comme c'est pris au carré, bah, ça sera la même valeur. De même pour P moins plus égale P plus moins. Donc en final, bah, quand je fais le calcul de la corrélation, hein, c'est la probabilité d'avoir 1 plus 1 plus 1. Comme le plus 1 fois plus 1 c'est plus, bah, je mets un plus. Comme là c'est la probabilité d'avoir moins 1 et plus 1, bah, là je mets le produit c'est moins 1, donc je mets un moins, etc. Et donc quand j'écris la formule, bah, je trouve que sinus de 2 fois θ moins bêta. Donc voilà, donc je retrouve évidemment le résultat de la mécanique quantique, hein. Mais vous remarquez immédiatement que je n'ai absolument pas entaillé le principe de localité de la relativité et de la physique en général, hein. On n'a pas. Alors évidemment aussi, si j'imagine que j'ai des mesures plus 1, moins 1 ici, ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Parce que il faut que ça soit linéaire de la source jusqu'au corrélateur. Si c'est pas linéaire, si les opérations ne sont pas linéaires, ça peut pas marcher. Alors évidemment, on va me dire oui, le photomultiplicateur, lui, il met en jeu des processus non linéaires. C'est possible, c'est vrai. Enfin, il faut regarder dans le détail. Mais j'ai vu des articles. De toute façon, il faut que ça soit linéaire. Donc j'ai vu des articles de physiciens qui émettaient l'hypothèse que c'était linéarisé par le bruit, ce qui est peut-être quelque chose à approfondir. Moi, j'invite les physiciens à regarder ça de près. De toute façon, il faut que ça soit linéaire. Si ça ne l'est pas, ça ne peut pas marcher.
Donc voilà. Donc bah, j'espère que vous m'avez bien suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, bon bah à la prochaine, hein.